Bon, moi, j'ai toujours pas compris, Patrick, j'ai toujours pas compris si c'était les serious games étaient venus d'abord aux entreprises, puis au monde de la défense, ou si ils étaient passés du monde de la défense aux entreprises. Mais c'est pas grave. Il y a une forte perméabilité entre l'un et l'autre, mais on va dire qu'historiquement, et c'est pour ça qu'on le fait ici, ça part de chez les militaires. Voilà, donc c'est la deuxième table ronde. Bonjour madame, bonjour messieurs, hello sir. Donc j'ai le plaisir de vous présenter et d'animer cette table ronde qui va avoir pour objet de mieux comprendre comment aujourd'hui les entreprises s'emparent telles du serious game et en particulier du wargame. Pourquoi les entreprises se sont-elles emparées de ce sujet-là et comment vous l'utilisez aujourd'hui dans vos entreprises, ou en tout cas puisque vous êtes tous des experts. Donc dans l'ordre des interventions, je vous présente Sarah Ulrich, c'est bien comme ça qu'on prononce, madame ? Merci beaucoup. Donc, vous dirigez un programme d'entraînement et de planification au management de crise et à la résilience. J'ai essayé de traduire de l'anglais, ce n'est pas toujours évident. Pour la société Deloitte UK, vous êtes une universitaire, vous êtes passé par Harvard et par la Sorbonne aussi, enfin par Paris 11 exactement. Vous êtes à la fois donc une théoricienne et une praticienne de la gestion de crise dans les secteurs publics et privés. Donc vous avez un regard assez global sur cette question-là et vous allez nous expliquer dans quelques instants pourquoi et comment Deloitte s'est-il converti au wargame. Walter Wejcowski, donc au centre. Vous, monsieur, vous êtes responsable des fusions-acquisitions chez Capgemini. Vous êtes un ingénieur passé par HEC qui enseignait aujourd'hui à l'école polytechnique les vertus du serious game, si ma bio est exacte. Votre histoire, c'est que vous étiez un passionné à titre personnel. Mais vous avez commencé par être un passionné de serious game et vous avez réussi à convaincre votre boss d'utiliser le serious game ou le wargame dans le cadre d'un COMEX. Donc voilà, vous allez nous raconter un petit peu cette histoire intéressante. Et puis, last but not the least, Major Tom Watt. Alors, vous êtes officier de l'armée de terre britannique, vous êtes venu ce matin en uniforme déguisé, mais vous êtes bien un officier, on est d'accord. Vous êtes diplômé d'école de guerre, vous êtes en charge du département modélisation et simulation de l'Académie de défense du Royaume-Uni. Si mes informations sont exactes, c'est un peu l'équivalent de l'école militaire, pour donner une équivalence. Vous êtes un expert en outils de simulation et vous avez dirigé le principal système de ce genre en fonction dans l'armée de terre britannique. Et enfin, je signale que vous êtes auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages dédiés à la simulation. You understand French or yeah, a little? Oh, sorry. So yeah. Donc thank you for your participation. I just said that you are Mr. Simulation for British Land Forces. One of them. Yeah, thank you. According to your experience, you will explain us in a few seconds how it's possible to link military uses of simulation with business cases. Hein? OK, thank you. Madame Ulrich, si vous voulez bien donc commencer cette table ronde en nous expliquant comment aujourd'hui Deloitte UK utilise, pourquoi Deloitte est venu au Wargame et comment Deloitte l'utilise. Merci beaucoup. Volontiers, merci. Je vais juste essayer de mettre ma présentation dessus. Et si je pouvais avoir votre aide, ça serait formidable. En une quinzaine de minutes, on a largement le temps. Excusez-moi, je ne sais pas exactement où c'est, donc si quelqu'un pouvait m'aider pour mettre la présentation, ça serait formidable. It's the Estonian form. Do you know? Oh, Yeah. brilliant, thank you. It's in here, is it, I presume? Yeah, perfect. Okay. There you go. That's the one. Pour meubler le temps, je note déjà que Deloitte et Wargames font aujourd'hui bon ménage. C'était pas forcément une idée évidente il y a quelques années. Rien que le fait d'accoler ces deux, une belle marque du monde du business avec le mot war, c'est quelque chose d'intéressant. Vous allez nous en parler. Oui, tout à fait. It's a good question. It doesn't. The presentation is... Should be down there Oh, that's Yeah. fine. to open the slideshow. Oh,
We just need to... Oui, donc désolé, je vais commencer. Allez-y, ouais. Formidable la technique. Merci beaucoup. Merci Patrick. Merci Phil. Donc oui, pour vous situer un peu cela, nous avons donc j'ai eu la chance. Parlez bien près du micro, par contre, ou voilà, parce que Comme ça, c'est mieux. c'est mieux, je pense. Hein. J'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de joindre une start-up il y a 10 ans, 10-12 ans, qui était de King's College London et qui voulait prendre les techniques de wargaming et créer le concept de business wargaming. Et ceci a été acquis par Deloitte. C'est comme ça que je suis arrivé. La start-up a été acquise par Deloitte. Voilà, exactement. Ok. Et c'est comme ça que je suis arrivé du côté sombre de la force, comme souvent je le C'est pas ce que je disais, souligne. Et j'ai eu l'occasion aussi, grâce à mes études précédentes et aussi à mon doctorat, d'utiliser les simulations et les wargaming pour essayer d'augmenter la prise de décision. Et donc c'est vraiment dans cet aspect de prise de décision et soutien à la prise de décision que je vais vous présenter un peu plus ce que nous faisons. Et aussi, avec les interventions très intéressantes que nous avons entendues de la table ronde précédente, comment le business s'est approprié un peu cette technique. Et je serais aussi très intéressée d'avoir vos idées et votre retour d'expérience, parce que nous, on le voit essentiellement comme une activité expérientielle qui suit un scénario et qui se déroule et où on va explorer certains aspects d'un problème, d'un challenge particulier au business. Ça peut être le lancement d'un produit, ça peut être le lancement aussi d'une transformation, d'un programme de transformation. Enfin, peu importe quel est le challenge, mais c'est un challenge qui occupe nos exécutifs de façon et qui souvent les concerne particulièrement. Et en particulier, c'était intéressant, il y avait une conception différente du business wargame de la simulation business. Et la différence principale, c'est que pour le concept de business wargame, c'est la représentation de tout l'environnement externe. Et la simulation, elle est un peu plus linéaire et elle est plus centrée sur le problème et le système interne. Ce qui était aussi intéressant, comme vous le voyez sur ce slide, c'est les avantages que nous présentons souvent à nos clients et à ceux à qui nous parlons. Et comme vous le voyez, c'est vraiment pour rendre, et excusez-moi, parfois la traduction avec l'anglais, j'ai passé trop de temps en Angleterre, et c'est vrai que mon français parfois empêche. C'est vraiment tester la décision, la prise de décision. Et c'est surtout aussi à noter parfois il y a des conséquences inattendues, il y a des choses qu'on ne voit pas tout de suite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est comme l'a mentionné Pierre un peu avant, c'est la complexité. A tellement augmenté récemment. Et il y a souvent dans le monde du business un manque de connaissance de cette complexité. Donc vraiment comprendre quels sont les acteurs en interne, quels sont les acteurs en externe, et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils feraient dans un cas particulier de prise de décision, c'est là où nous intervenons le plus. Pardon, je vous coupe, mais c'est pour vos clients Oui, en fait. Hein. C'est pour vos clients. Oui. Ouais, c'est ça. On le fait pour nous aussi. Aussi. Absolument. Ouais, les deux. On ne pourrait pas parler de quelque chose qu'on ne fait pas en interne aussi. Ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est le côté on n'est pas passif, mais on est actif. On ne va pas apprendre quelque chose par une présentation PowerPoint. On est acteur de la prise de décision et de la réflexion. Et comme mentionnait le colonel de la Judie, on touche quelque chose, c'est-à-dire on va participer, on va prendre des décisions, on va vraiment voir quels sont les tenants et aboutissants de ce problème. Et ça, c'est un moment particulièrement important de vraiment regarder qu'est-ce qui touche vraiment au cœur de la décision et quels sont les éléments importants pour essayer d'avancer. L'autre point important, c'est qu'on est dans un environnement protégé, donc on peut vraiment tester différentes décisions, différentes options. Et ça, c'est aussi quelque chose que dans le monde du business, ils ne sont pas habitués à faire. Il y a aussi et je vais être très franche, il y a aussi dans ce forum, il y a aussi un challenge particulier, donc il y a une grosse différence avec le monde militaire et le monde du business, c'est que dans le monde du business, si jamais
le leadership fait certaines choses, on ne peut pas le changer très rapidement. Donc, dans le sens où il faut vraiment les accompagner, et il faut vraiment accompagner ces leaders et voir et les soutenir dans la formation et dans la période où ils vont accompagner cette prise de décision. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez important. Vous croyez que le business est moins agile que dans le monde militaire? C'est ce que vous dites, hein? Oui, Ah, absolument. c'est intéressant. Absolument. Les critères de passage de leadership sont vraiment différents. C'est ce que j'ai dans mon expérience. Évidemment, je serais intéressé d'écouter d'autres points. Donc ici, je vous ai mis quelques techniques et quelques outils de business wargaming, je précise. Les plus importants, donc vous connaissez tous Red Team, Blue Team. Donc le Red Team, donc c'est ce qui définit le business wargaming, de représenter tout ce qui est externe. Donc ça peut être les concurrents, ça peut être les régulateurs, ça peut être les médias, le gouvernement, peu importe, mais représenter tout ce qui fait partie de la décision du challenge en particulier. Ce qui est aussi particulièrement important dans notre conception du business wargaming, c'est que chaque question doit faire l'objet d'une focalisation particulière. C'est-à-dire que tout est customisé, tout sera mis en place de façon spécifique pour répondre aux problèmes particuliers posés par le client. Aussi, autre point important, c'est qu'il n'y a pas de limite à la prise de décision. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on peut prendre toutes les décisions possibles dans les business wargames. Et c'est ça qui est extrêmement difficile dans le design de la business wargame en elle-même. Aussi, point très important, c'est que non seulement c'est sur le contenu de la décision, donc le lancement d'un produit ou une question de marketing, mais c'est aussi, et évidemment, au travers du contenu qu'on regarde les comportements et comment on peut influencer les comportements, comment on peut leur apprendre un peu plus de leadership, ou peu importe ce qui pêche dans l'équipe qui doit prendre cette décision ensemble. Et là, on peut revenir aussi sur le problème de leadership dans le business. C'est vraiment différent, de mon point de vue, au domaine militaire, où souvent il y a plusieurs personnes qui doivent prendre une décision en commun, qui est un peu différent du système militaire. Aussi, ce qui est très important dans les outils, c'est que, alors je sais aussi qu'il y a différentes maisons et écoles là-dessus, mais on utilise ce qu'on appelle la Master Events List, et effectivement, c'est quand vous faites un film, par exemple, vous avez une grande Excel spreadsheet, donc un grand tableau, et minute par minute, presque, comme dans un film, vous savez ce qui se passe. Donc pour des business wargames très complexes, c'est vraiment l'approche qu'on prend. Et on doit non seulement pas prévoir, mais essayer d'annoter que ferait le régulateur, que feraient les concurrents, quelle serait la réponse par le client, et donc quelles sont les conséquences au premier, second et troisième degré. Et comment est-ce qu'on peut prévoir cela? Quels sont les détails additionnels que nous allons donner à ceux qui vont jouer le rôle, souvent du régulateur, jouer le rôle du gouvernement? De quelles informations ont-ils besoin? Donc, juste pour vous donner une idée de la préparation nécessaire qui est assez importante dans ces business wargames. Un autre point qui était intéressant, et on pourrait parler longtemps de la technologie, nous avons pris la décision consciente que le plus important, c'est l'interaction humaine. Donc, c'est les relations et on met des personnes dans différentes salles, on met des personnes autour d'une même table. Il n'y a rien qui remplace cela. Le côté digital peut soutenir la décision, peut apporter l'information, et je vous montrerai quelques exemples que nous avons faits, mais en aucun cas il ne remplace la prise de décision. Et ça, c'est vrai que c'était une discussion en interne que nous avons eue qui était assez passionnante. Donc, business wargaming, comment ça se passe dans le domaine où nous travaillons? Donc, c'est très classique. Donc, vous avez le Blue Team, qui est souvent le team du client. Et nous avons tout ce qui est Red Teams, donc comme je vous l'ai dit, qui peuvent représenter leur environnement extérieur, donc ici en particulier concurrents, les différents acteurs du marché.
Et nous avons la control team qui vraiment joue Dieu effectivement ce jour-là et envoie des informations, si vous voulez, à la red team, envoie des informations à la blue team, et on voit vraiment comment ces différentes équipes interagissent. Non seulement l'interaction au niveau de la blue team elle-même ou des blue teams, parce que souvent on peut en avoir plusieurs aussi, l'interaction au niveau des différents red teams, mais aussi évidemment l'interaction entre la blue team et la red team. Donc il y a beaucoup de composants, et là c'est une wargame assez simple, mais ça peut devenir extrêmement complexe. Juste pour répondre, j'ai eu une question tout à l'heure dans les couloirs. Normalement, et au niveau du business, parce que ça coûterait extrêmement cher de faire une wargame pour 6 jours, normalement, ce que nous faisons, c'est une demi-journée, maximum 2 jours, si vraiment il y a un sujet qui est extrêmement complexe. Donc, c'est en général l'estimation que nous faisons. Aussi, il y a différents domaines dans lesquels nous intervenons au niveau du business wargaming. Ça peut être vraiment la préparation et la vision de ce que le futur peut nous réserver. Et là, je vous donnerai 1 ou 2 exemples où nous avons utilisé le thème de Back to the Future, donc Retour vers le futur. Je suis sûr que certains d'entre vous se rappelleront du film des années 80, donc je reviendrai là-dessus dans un moment. Mais vraiment pour aider les décideurs d'aujourd'hui à avoir l'expérience de ce qu'est le futur et revenir à aujourd'hui pour essayer d'y arriver ou de ne pas y arriver. Évidemment, ça dépend du futur qui est positif ou négatif. Nous faisons aussi beaucoup d'interventions dans ce qui est plus classique, la gestion de crise pure et la gestion des risques, où vraiment c'est un exercice de wargame, où il y a un peu de technique wargaming, mais c'est un exercice de simulation de crise pour tester les plans de gestion de crise. Il y a aussi beaucoup de wargaming sur la prise de décision, et donc ça, je vous en ai parlé beaucoup, et je vous montrerai 1 ou 2 exemples, car c'est là où je vois le plus de potentiel, avec aussi tout ce qui est learning et training en ce moment dans le monde du business. Et c'est vraiment pour planifier, explorer, tester, ou vraiment tester ou stress tester, comme on dit en anglais, pour vraiment voir si on peut les mettre dans un cas de scénario de maximum change, on dirait, qui peut être vraiment le pire scénario possible, et voir comment est-ce qu'ils vont comment ils vont réagir là-dessus. Donc learning et training, donc tout ça aussi très important, la formation, l'apprentissage, non seulement pour apprendre certaines compétences, mais aussi pour se mettre dans la peau de leurs clients, dans la peau du gouvernement, dans la peau des médias. Dans certains domaines, c'est absolument crucial. Et souvent, ils n'ont pas l'occasion de comprendre que ferait mon concurrent, que ferait le régulateur dans ces domaines-là. Donc, souvent, on les échange, on les met dans différentes équipes pour qu'ils puissent avoir le bénéfice et d'apprendre ce que fait l'autre, effectivement. Donc, 2 ou 3 exemples, et je serai ravi de revenir et de répondre à vos questions aussi et de parler avec vous tout au courant de cette journée. Là, c'était pour le lancement d'un médicament. Et nous avions 2 compagnies pharmaceutiques qui avaient un médicament en phase 3 d'essai clinique, pour ceux qui connaissent le domaine pharmaceutique. Et ils avaient un gros problème dans le sens où un de leurs scénarios possibles, c'était vraiment que cet essai clinique ne soit pas évidemment un succès et que cette comparaison entre leur drogue et leur médicament et leur médicament de leurs concurrents ne soit pas effectif. Et donc, nous avons fait un wargame workshop avec eux pour vraiment bien comprendre ce que feraient leurs concurrents et comment ils réagiraient dans les différents scénarios. Donc, c'est vraiment scénario par scénario et voir ce que fait la Red Team en face de la Blue Team et comment le client réagit à ça. Mais c'est vraiment dans l'optique de soutenir leur plan d'action futur. Donc, c'est vraiment quelque chose de concret, détaillé, qui est focalisé sur un sujet en particulier. Un autre exemple, et ça c'était sympathique, c'était une compagnie Internet dans une région d'Asie-Pacifique où ils avaient
leur challenge, c'était vraiment de comprendre comment leur marché entier, tous leurs concurrents, tout le système allait fonctionner entre maintenant et 2030. Qu'est-ce qui pourrait changer dans ce marché? Donc il y a vraiment le côté aussi, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a le côté évidemment qualitatif, mais il y a aussi le côté quantitatif. Pareil, comme avec le côté digital, le côté technologie, on ne va jamais utiliser le côté quantitatif pour faire avancer tout cela. Mais c'est un soutien pour essayer de comprendre, surtout dans le monde du business où il y a tellement de chiffres, et c'est important pour prendre des décisions, de savoir quelle est leur part de marché, comment ils vont améliorer ceci ou cela. Et pour eux, pour vraiment comprendre quel est leur impact sur leur business, il fallait ajouter ce domaine quantitatif. Et donc, on a représenté tout leur environnement. Et ils ont joué, nous avons apporté d'autres spécialistes qui jouaient le rôle des concurrents. Eux, s'ils voulaient, ils pouvaient aussi participer à ça. Et ils ont vraiment eu l'occasion, je vais vous montrer aussi, il y a eu beaucoup de technologies aussi impliquées ici, pour essayer d'avoir toutes ces données et de les utiliser aussi de façon essentielle. Ils ont vraiment eu l'occasion de comprendre le fonctionnement et de voir qu'est-ce qui pourrait faire basculer ceci ou cela. Donc ça a été un wargame assez intense sur 2 jours et qui les a aidés particulièrement dans leur planning stratégique. Alors Sarah, comme je vois le temps qui passe, peut-être... Oui. J'accélère. Il faudrait même conclure. Très bien conclure, excellent. 2 minutes, formidable. Pardonnez-moi, je suis passionné par les business wargames. C'est passionnant, c'est passionnant. En 1 minute... Donc, juste un exemple sur le learning. Donc, ça, c'était vraiment nous l'avons fait pour nous. C'était comment apprendre à négocier, donc pour nos senior managers. La seule chose que je mentionnerai, c'est l'outil digital que nous utilisons un peu et qui est particulièrement effectif pour tout ce qui est training and learning. Donc, il y a un moyen d'apporter le feedback et de le donner, ce feedback aux participants dans la journée qui puissent apprendre et progresser. Et le dernier que je voulais absolument vous mentionner, c'est ce retour vers le futur. Donc ce format de wargaming que j'ai vu récemment, qui marche extrêmement bien, où on vous projette, d'abord on se met dans le futur, donc comme Retour vers le futur, le film, où on se projette dans l'avenir et on revient petit à petit vers aujourd'hui pour essayer de résoudre ce qu'on a aimé ou pas aimé de ce futur. Et ça marche particulièrement bien. Merci à beaucoup, tous. Sarah, pour ces exemples très concrets. Moi, je retiens deux choses. C'est que la première, dans les grandes entreprises, c'est parfois plus difficile d'être agile que dans le monde militaire, c'est intéressant. Et que la deuxième, c'est la nécessité de mettre les gens autour d'une table, de se parler et d'interagir ensemble. Voilà, puisqu'on est dans un monde très numérique. Merci beaucoup. Je passe la parole donc maintenant à Walter Wejowski qui va nous raconter cette histoire personnelle d'un passionné qui réussit à convaincre son COMEX d'utiliser les wargames, même punition en une quinzaine de minutes. Merci beaucoup, Walter. Merci. Le micro marche ? Ouais. Ok, donc je suis très heureux d'être ici parce que d'une part, je retrouve plein de vieux compères de jeu, mais pas que justement aussi. Et la deuxième raison d'être content, c'est de voir qu'il y a autant de monde. Parce que c'est vrai, comme disait Théophile, je pense qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais pu rassembler autant de personnes sur ce thème-là, et encore moins dans cet endroit. Donc c'est vraiment une très bonne chose, et je suis très heureux de pouvoir participer et de pousser dans la même direction. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous parler quelque part en amateur, avec un mélange d'amateurisme et de professionnalisme, pour comment dans mon expérience personnelle, j'ai pu marier finalement 2 mondes. Le monde du monde d'un loisir de simulation historique et le monde professionnel. Je rajouterai que je vais parler de Capgemini, mais à titre d'exemple et non pas à titre d'offre de service, puisque là, ce que je fais pour Capgemini, je le fais de façon ad hoc en interne. Voilà, donc je pars de mon point de départ, c'est des jeux, c'est des wargames relativement classiques avec des publications dans Vaevictis et puis depuis quelques années des jeux au niveau napoléonien qui sont des wargames papier, classiques, cartes, pions et qui
se rajoute à la pile de collections qu'ont tous les passionnés de ce style. Et pour montrer un peu plus à quoi ça ressemble, voilà, ça ressemble à ça. Là, il y a des hexagones, c'est des wargames vraiment très classiques qui refont des batailles. Alors là, comme le sujet du jour, c'est pas de vous parler des wargames que je sors, c'est plus de vous parler de l'application professionnelle. Je voulais quand même, comme c'est le point de départ, montrer quelles sont les caractéristiques que je vois d'un jeu commercial et qu'est-ce qui va être reprenable et qu'est-ce qui ne va pas l'être. Bon, wargame commercial, c'est un thème très historique. Donc, on fait une bataille, là c'est Austerlitz, et ça peut être tout ce qu'on veut, mais c'est très situé, c'est très pointu, et la recherche historique, la connaissance du dossier historique, entre guillemets, est très importante. Et les débats qu'on peut avoir comme designer sont des fois, je dirais, la moitié du temps, ce sont des débats historiques. Bon. Qui ne s'appliquent pas du tout dans la logique commerciale et corporate. Bon, les règles sont explicites, c'est aussi important, c'est des règles, c'est-à-dire que les règles sont dans un livret de règles et elles sont finies. Bon, donc on prend le jeu, on les emporte chez soi et on peut jouer bien sûr sans le concepteur et sans besoin d'arbitre. C'est un point très important puisque c'est la différence fondamentale, je pense, avec un wargame d'entreprise tel qu'il vient d'être présenté et tel que d'ailleurs je vous présenterai également par la suite. Les conditions de victoire aussi sont déterministes, c'est-à-dire que les conditions de victoire, on sait à la fin qui a gagné. Il y a un gagnant et c'est un jeu dans lequel on ne joue pas forcément pour gagner, mais il y a quand même une désignation d'un vainqueur et des conditions de victoire. Ça aussi, c'est pas forcément totalement portable dans l'entreprise. Parce que comment on désigne un vainqueur dans un jeu d'entreprise, c'est pas évident. Donc je reviendrai là-dessus. C'est aussi un point important. On ne fait pas un jeu d'entreprise pour gagner. On fait un jeu d'entreprise pour comprendre. Également, et c'est évident, des jeux comme ça sont moins focalisés sur la politique et sur des facteurs économiques, même si bien sûr certains les modélisent très bien. Mais en général, on est plutôt dans l'aspect opérationnel militaire. Et puis à la fin, c'est un jeu, c'est joli, ça doit se jouer plus ou moins rapidement et potentiellement à deux joueurs. Bon. Donc voilà les caractéristiques d'un jeu. Et je dirais, ce qui va être en commun, c'est quand on est designer d'un jeu, c'est toujours de trouver, comme une recette de cuisine, le bon équilibre entre réalisme, jouabilité. Et ces questions-là, on va se les poser de la même façon quand on va développer quelque chose pour l'entreprise. Par ailleurs, je reviens sur ce qui a été dit précédemment par le colonel de la Judie. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce soit pour l'entreprise ou que ce soit pour un jeu d'histoire, la version physique est beaucoup plus immersive. Je pratique aussi les jeux sur ordinateur et on se rend compte que dès qu'on joue sur un ordinateur, que ce soit pour s'amuser ou que ce soit pour l'entreprise, il y a un détachement par rapport à l'écran, il n'y a pas une préemption physique de l'objet. De toute façon, il est très simple à comprendre, c'est que quand on voit une carte comme ça, on voit qu'on comprend mieux ce qui se passe quand on le voit sur un écran. Sur un écran, de toute façon, il va falloir déplacer l'écran, scroller. Et de façon générale, on se rend compte quand on cherche à faire comprendre quelque chose et quand on cherche à enrichir une expérience, une règle simple permet finalement des développements compliqués, permet des discussions compliquées, alors qu'une règle compliquée ne permet pas de développement compliqué, permet juste de subir simplement la règle. Ce qui se passe souvent dans les jeux informatiques, c'est qu'à cause de la flexibilité de l'informatique et à cause de la richesse et la capacité de calcul, les jeux sont extrêmement compliqués, mettant en œuvre des centaines de paramètres que l'utilisateur ne peut pas maîtriser et ne peut pas analyser. Il vaut beaucoup mieux finalement faire un jeu simple, physique, qui par nature doit être plus simplifié, plus abstrait, mais pour lequel finalement l'exploitation va être beaucoup plus riche en termes d'enseignement et en termes de compréhension du modèle. Donc c'est un paradoxe de design que l'on retrouve dans les jeux et qu'on retrouve également dans l'entreprise. Donc, aussi, pourquoi je suis passé d'un monde à l'autre? Parce que je me suis rendu compte qu'entre le monde militaire, donc évidemment, moi je suis un joueur, je ne suis pas du tout militaire, mais quand je faisais du design de jeux, c'était dans le monde militaire, je me suis rendu compte qu'entre le militaire et le corporate, finalement, les choses sont assez homothétiques. On a une structure de commande qui est pyramidale, on a une information limitée. Et j'insiste sur ce point-là parce que très souvent on croit que quand on fait une simulation dans le monde économique,
on pense que l'information est disponible. Elle n'est pas disponible, elle est très peu disponible. Les sociétés connaissent très mal leurs concurrents. Les marchés, évidemment, évoluent de façon, je ne dis pas aléatoire, mais de façon imprévisible. Donc, le brouillard de guerre existe dans la réalité économique, au moins de façon aussi forte que dans la simulation militaire. La friction, bien sûr, existe, puisque, là, de nouveau, quand un PDG donne un ordre, il ne va pas être exécuté parfaitement, et pour 1000 raisons, des raisons politiques, des raisons de structure, et aussi des raisons de compréhension, de possibilités. Donc, on a un parallélisme finalement de beaucoup de facteurs, et on rajoutera également que la compétition bien sûr est là, l'ennemi ne coopère pas également dans un jeu d'entreprise, le facteur humain est là, et surtout, je finis sur ce dernier point, la condition de victoire n'est pas évidente. C'est-à-dire comment définir la victoire dans un wargame. Dans un wargame simple d'une bataille historique, c'est facile. Mais si on fait un wargame moderne, on se repose également la question. Puisque effectivement sur Fitna, que j'achèterai bien sûr, dans un wargame moderne, on peut dire qu'on peut gagner sur le terrain, perdre politiquement, etc. Donc dans un jeu économique, c'est pareil. Quel est le but d'une société, même dans un plan stratégique? C'est quoi? Moi, j'explique souvent, et quand je le fais dans un cadre de formation, j'explique que l'objectif numéro 1 d'une société, le premier objectif, à la base, c'est de survivre. C'est juste d'être encore là dans 5 à 10 ans. Ça, on l'oublie souvent, mais c'est la base. Et parfois, cet objectif se fait au prix de beaucoup d'autres, même comme la rentabilité ou la taille. Bon. Ensuite, bien sûr, on peut parler de taille, on peut parler de rentabilité, on peut parler de cours de bourse, mais l'objectif principal, c'est de survivre. Et donc, c'est un mélange de tous ces objectifs qui va faire qu'une océan va être meilleure qu'un autre. Mais c'est pondérer, en fait, les différents critères n'est pas évident. Et c'est, au fond, en discuter est déjà un enseignement, et en discuter est déjà quelque chose qui est très enrichissant pour les participants, parce que ça leur permet de se poser des questions sur leur propre entreprise. C'est-à-dire pourquoi je suis là, et pourquoi je prends telle décision, et qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise. En supposant bien sûr que les personnes qui jouent prennent le chapeau du PDG, ce qui est dans certains cas le cas. Alors, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi une simulation stratégique sectorielle? Alors, je mets ces 3 mots parce que, bon, d'une part, on simule quelque chose, puisqu'on va projeter l'entreprise sur 3 à 5 ans. Alors, pourquoi 3 à 5 ans? Bien sûr, il y a plusieurs échelles possibles. Il y a des échelles plus tactiques où on va faire un lancement de produit sur 1 an, on peut simuler une business unit. Bon, moi, ce que j'ai fait, et je vous présente mon expérience, elle a été faite à un niveau plus stratégique. Bon, ça vient aussi de mon métier, je dirais, de base, qui est de racheter des sociétés pour mon groupe, où là, on se pose des questions qui dépassent le cadre de l'année, et donc c'est plutôt des projections sur 3 à 5 ans. Donc c'est une simulation, c'est stratégique puisque c'est sur longue période, et c'est sectoriel puisque on ne va pas s'occuper quand même de ce qui va se passer sur l'ensemble des secteurs. On est une société d'un secteur et on va s'occuper de nos concurrents principaux qui sont des sociétés du même secteur. Alors, la structure de base, et d'ailleurs j'en profite pour recommander 2 lectures. La lecture pour voir un peu la théorie d'un wargame sectoriel, c'est le livre qui s'appelle Wargaming for Leaders de Mark Herman, qui décrit très bien, je pense, que ce dont on parle. Bon. Et donc, on a là aussi, effectivement, dans l'expérience Capgemini, des gens qui jouent la société, mais des gens qui jouent les concurrents, des gens qui jouent les parties prenantes, qui peuvent jouer des gouvernements, qui peuvent jouer des grands clients, qui peuvent jouer des fournisseurs, qui peuvent jouer des partenaires technologiques, qui peuvent jouer des financiers. Et aussi toujours cette control team ça peut être des gens de la société, des sachants de la société qui sont là pour quelque part faire entre guillemets un pricing de choix, ou dire voilà, si telle décision est prise, ça va, qui vont quelque part être la table de combat en live. Et c'est un point d'importance, de différence importante entre le wargame commercial, militaire, je dirais ludique, et le wargame d'entreprise. C'est que dans le wargame d'entreprise, on se rend compte d'une chose, on se rend compte qu'il y a un dilemme de design dans un wargame d'entreprise. C'est soit on fait une règle qui est explicite et qui est autoporteuse et qui permet à des gens de jouer, je dirais, dans leur coin,
Dans ce cas-là, on doit simplifier des choses, puisque par définition, la règle ne peut pas faire 50 pages, et il y a peu de gens dans les entreprises qui sont habitués à lire et à comprendre des règles, en tout cas par eux-mêmes, trop compliquées. Donc on a l'obstacle de la complexité, et donc si on veut simuler quelque chose qui soit crédible, parce que le gros problème du wargame d'entreprise, c'est la crédibilité, c'est qu'on arrive, et moi j'ai eu cette phase de besoin de convaincre des gens que ça servait. Au début, on est face à une certaine, voire même une ironie, de dire refaire une bataille, ça sert à rien, donc il faut que le thème se rapproche et il faut que le thème ressemble à leur vie. Donc, en général, on ne fait pas des jeux, je dirais, par abstraction. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un jeu historique qui va symboliser ce qui se passe dans le secteur des services informatiques. Non, il va falloir que les intervenants voient et puissent toucher du doigt quelque chose qu'ils connaissent. C'est-à-dire ils vont simuler leur propre société, leurs propres concurrents. Et là, du coup, l'immersion va être beaucoup plus facile puisqu'on va les placer dans leur monde. Ça a l'avantage de l'immersion. Ça a évidemment le problème, c'est que dès qu'on est dans leur monde, évidemment, il faut qu'ils en reconnaissent certains détails. Si on veut simuler les détails et que ce soit réaliste, on tombe dans une règle qui devient trop compliquée si elle doit être autoporteuse. Donc il y a besoin d'une équipe de contrôle qui permet de gérer la complexité, qui permet de gérer des cas particuliers, qui permet de gérer effectivement tous les cas possibles, et que ça c'est très important, ce qui a été dit précédemment, c'est qu'on doit pouvoir, comme l'a dit Sarah, on doit pouvoir laisser aux acteurs le choix de tout. Il ne faut pas, comme dans certains, je me rappelle, certains jeux d'aventure des années 80, où à un moment donné on voit apparaître sur l'écran « You can go that way ». Ce n'est pas possible, parce qu'il faut leur permettre de faire en gros n'importe quoi. Bon, même si bien sûr les conséquences peuvent être en termes de jeu décisives et négatives pour eux, en tout cas il faut qu'ils aient l'impression qu'ils simulent quelque chose de réel et que dans la réalité, finalement, ils peuvent prendre n'importe quelle décision. Il vous reste 3-4 minutes, Walter. Voilà, pour pouvoir faire ça, il faut donc une équipe de contrôle qui puisse absorber et quelque part générer des règles ad hoc sur le moment ou générer des élasticités ou des résultats sur le moment. Voilà, donc la forme, elle est physique et informatique. Alors c'est un mélange des deux parce que je pense que finalement la meilleure formule, c'est de concevoir un jeu qui est un jeu physique, papier, parce que c'est un jeu qui sera relativement ramassé, compréhensible et que l'on pourra sentir. Et l'informatique ne sert que pour des calculs a posteriori, que des calculs, je dirais, dans le cadre de modélisation financière, par exemple, calculer des bilans, calculer les comptes des résultats, ça se fait avec une petite machine, mais l'essentiel est physique et la durée, de nouveau, c'est soit une demi-journée, soit plusieurs sessions de 24 heures pour les plus gros projets, les projets dits stratégiques. Voilà. Donc on modélise, comme j'ai dit, des concurrents, on projette 3 à 5 ans. Et ce qui est très important, ça permet de marier le macro et le micro. Parce que très souvent, le problème des opérationnels dans les sociétés, et même jusqu'à un certain niveau, c'est que les gens sont noyés dans le quotidien. Ils sont noyés dans leur business unit, leur budget propre, et n'ont pas la vue d'ensemble. Et ce qu'apporte la première chose qu'apporte un wargame d'entreprise, c'est la capacité aux intervenants de penser comme le PDG et d'essayer d'avoir la vue d'ensemble. Et donc de la partager, de la comprendre, de la faire progresser avec leur expérience tactique. Donc on marie la tactique et la stratégie, on marie le micro et le macro grâce à ce type de jeu. Et c'est ça, finalement, pour moi, l'argument principal de la mise en œuvre de ces jeux dans les sociétés. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, c'est un jeu qui met en compétition des acteurs de ce type-là, dont ma société. Et c'était intéressant de voir des gens de ma société jouer le concurrent, puisque en faisant ça, ils l'apprennent. Ils apprennent le concurrent, ils apprennent comment l'ennemi peut se déplacer. Et il y a des choses qui paraissent évidentes et qui ne sont pas évidentes du tout, même pour des gens de la société. Et là, je corrobore totalement l'idée que dans les compagnies, les cadres, même des cadres sup, peuvent avoir un niveau d'expérience relativement faible par rapport à l'environnement. Alors, les applications, en tout cas pour ma part, je me suis servi de ce type de modèle à la fois en formation à la stratégie, donc à l'École Polytechnique, pour des jeunes dans un master qui veulent comprendre la stratégie, comprendre un secteur, et ça, ils le font à travers la simulation. Et en même temps, en leur permettant des fois de l'améliorer. C'est-à-dire là aussi, c'est permettre de construire l'outil pour encore mieux comprendre ce dont on parle.
Pour Capgemini, il n'y avait pas de problématique de construction, c'était une problématique d'intégration de cadres dirigeants dans un premier temps, c'est-à-dire comprendre le secteur en le jouant, en rentrant dans la simulation. Et puis, de façon plus élaborée, en termes de prise de décision, là, c'est donc jouer le secteur, mais dans un cadre de simulation stratégique, cette fois-ci, pour prendre des décisions ou au moins comprendre les décisions du groupe. Voilà les idées. Et je pense que le temps est écoulé. Il est écoulé. Voilà. Merci beaucoup. Bon, il y a plusieurs choses évidemment passionnantes dans tout ce que vous avez dit. Moi, je retiens peut-être une seule idée, c'est qu'en fait, vos jeux vous permettent de faire cohabiter, d'articuler le niveau tactique et le niveau stratégique. Ça me paraît une réflexion intéressante. Et je note que dans tous les débats, les problématiques des règles reviennent en permanence dans la première table ronde, comme dans toutes les tables rondes, évidemment. Cette problématique est prise en compte à chaque fois et pose des questions. Major, it's you. Thank you. So you will explain us how you work to link military simulation and simulation in business in UK also. Thank you. In 15 minutes, it's possible? Thank you. Je m'excuse, je suis désolé, je ne parle pas français. I have to provide a disclaimer. I will now move on. Why do we wargame? We do it to test our plans and our decisions, but we do it against an opposition in order to gain insight and understanding. In many cases, we look at games for training. Training is to make us better, though. It is to make us better at things that we already know. It's about understanding ourselves and making ourselves better. Training is about practice. Now, we can wargame to practice. However, wargaming is about a shared understanding. It is about using your imagination. It is about competition and adversarial thinking, thinking as if you are the enemy. Wargaming is about understanding victory and learning from defeat. Professor Phil has said on a number of occasions, you either win or you learn. And one of the things that Tom Schelling, the Nobel laureate, who did some very good work on wargaming, he said the one thing you cannot do is make a list of things that you had never thought of. And wargaming in a group will help you to do that. Now, I have been asked to provide an example of innovation. And my classic example is the class of 1927. You will see on the right-hand side a list of people who took part in a military war game in Germany in 1927. These are usually referred to as planning games, Planspiel. And the list is a list of participants who took part in a game. The list is not from 1927. It is later, but it lists those people taking part. So you will see some majors, a few captains, and a young lieutenant, a chap called Karl Dönitz. You may recognize some of these names, of course. This is the German army practicing, learning, and understanding in a period where they were operating under the limitations of the Treaty of Versailles. And the treaty limited the size of the German army to 100,000 men. It also provided other restrictions, such as submarine technology, aircraft, and no tanks.
So these people invented blitzkrieg, modern armored warfare, with no tanks. Guderian, in his autobiography, said that it was humiliating because they used to practice using automobiles, cars, and they had a wooden structure over the top, covered in canvas, to make it look a little bit like a tank. And school children would come up and they would poke holes in the armor with their pencils. Humiliating or not, the German army beat the massed armies of Western Europe, who had more tanks, in 42 days. It took us 93 days to retake the Falklands. So this is an example of how, through wargaming, you can be innovative and get ideas, as opposed to merely practicing what you already know. The process that General von Moltke used was to take people away from their work. They would conduct a tactical exercise without troops, examine the problem, ask the most junior first, then the next, all the way up to the most senior. Always start with the most junior. He has nothing to lose. And then they would wargame very simply with two teams, and the teams were equal. Equal in experience, in age, in intelligence. The idea is to have them the same. It's no good fighting against a weak enemy. And they would examine and have a war game, I go, you go. And then they would validate the assumptions. And then, having done so, they would write up the instructions for battle as if they were real. So if a similar occasion occurred, they had the documentation ready. It's a very simple plan, but it is not the sort of idea that many people think is the way the military work. Taking the opinion from everybody. Most people assume that the senior officer says we will do it this way, and that is all that happens. That is not the military way. We need to be very careful about groupthink. Many organizations are worried, and for very good reason. We need to be careful if everybody thinks the same. If all decisions are made in the center, and departments are only responsible for thinking about their own departments. We also face a danger when every decision is based on what we did the last time we made a decision. And then, of course, there is peer pressure. The senior person says, oh, I don't think that's necessary, and we go along. And we end up with a situation where the boss says, so, we are all agreed then. And inside, you are going, no, this is terrible. But nobody else has said anything. So I will say nothing. And we get groupthink. Wargaming is the antidote to groupthink. And wargaming as a group harnesses the wisdom of the crowd, where we have a diverse opinion. It is essential that the group is diverse. We have decentralized expertise. Everybody has their own expertise, and the differences will cancel out and produce a better result. Everyone is allowed to have independent thought. And then a system is required to aggregate the result. And this will produce a better decision in most cases than an individual. Of course, the best predictions come from conflict, which is useful for us. But too much communication can make the group less intelligent. If you talk about it too much, the strong personalities will dominate, and the effectiveness
of the crowd will be reduced. So it's something we need to understand. The other element is that we are getting our people taking part to role play the opposition, to imagine that they are the commander, that they are the leader, and take decisions as if they were that person. And there is very good evidence to suggest that when people are required to do that, they think differently. There was a paper where personnel were invited to review company records as if they were a cost analyst, and then at a later stage, as if they were a market analyst. And the results of these two examinations were completely different, because when they were playing the role of those different parts, they had a different view. It is also necessary, when you are making predictions, to understand that if you do something, there will be a reaction. And then you must react to that reaction. So there are many experts who will tell you what they think should happen. But when you role play in a war game, you find out what actually happens in that chain of action, reaction, and counteraction. There was a very good study considering a number of problems, and the difficulties concerned pay awards, water disputes, an artist's strike, many different problems, which were anonymized and presented to people. There were a number of different results that could have occurred. And if we selected by random chance, we would be correct 28% of the time. So single experts were then asked to predict the outcome of these problems. And on average, they were only slightly better than random chance. And the same with game theory. Now, some of the problems are amenable to game theory, and the predictions were better, but when it came to the artist strike, they were completely useless. But when role play was used with a group of undergraduates who were asked to role play the negotiations, the predictive outcome was much better, twice as good as the other methods. So it is a useful technique and worth following. Now, I think it is important in this context to consider that war games cover quite a broad spectrum. On the left, we have games where we are looking at imagination, creativity, and original thought. And to the right, we are applying more rigor, more analysis, more analytical components. On the left, we are trying to work out what we should do, and on the right, we are trying to measure it so that the government will give us some money. What this says to me is that there are many different games. There is not one game. You have different games for different problems at different points in the decisions and the problem set you are facing. And in the military, we have many different types of war games, set at the tactical level, the strategic level, the operational level, within the environments, land, sea, and air. There is no one game. And this is quite important. There is also a technique that has come about recently, of matrix games, where you proceed through the game through a series of logical arguments. You argue what you wish to achieve as if you were in court. And the participants will vote as to how likely this is. And you advance your position in the game by a series of arguments. It is a very useful technique and has become popular. It is very easy to design games,
and you can design games on things that are difficult to measure. Cyber effects, elections in some fictitious country. I've no idea where. We have on the left an earthquake game, and on the right another fictitious scenario about the visit by a head of state to Britain. Again, I have no idea who this could possibly refer to. These are subjects which it is very difficult to measure. These are subjects where we are looking for qualitative outputs. It's a very useful technique and very, very effective. Now, the business benefits from wargaming have been said far more eloquently than me, but a useful summary is provided here, and there is a link to a short article which can explain. I would implore you to go to the Connections UK website and listen and go through the Wargaming for Cheese given last year by Eric Ellsma. We have on the website the PowerPoint and the audio, so you can listen to his presentation. Very interesting, very good. They have a system within the organization for wargaming that is very mature. There is also a new wave of business gaming that breaks from the traditional model of a huge investment, a lot of research, and then a game lasting perhaps 2 turns. This model is well established and is very effective and is carried out by some large organizations. But there are smaller organizations who are taking advantage of the newer wave of game design. And there's a good example by Paul Howarth, who is a game designer and used to design very large games, mega games, who has been bringing this different style of game design into commercial practice. And an example of one of his games about health services is provided. So, to conclude, please. Thank you. Wargaming is not about the game. It is about practicing. It is about an attitude of mind. It's about getting everybody to contribute as a group. It's about exploring ways to make the other guy fail. It's an organization that values innovation and a clear understanding of what we are trying to achieve. I have included some references, and the PowerPoint will be available. Thank you very much. Thank you so much. With your uniform. On est presque dans le timing. Oui, il reste 6 minutes, 5-6 minutes pour prendre des questions sur la partie. Voilà, je vois des mains qui se lèvent. Il y a des micros, si quelqu'un. Le micro arrive pour que tout le monde vous entende. Merci pour celle qui s'est dévouée. Bonjour, Axel Ducournau de l'Institut national des langues et civilisations orientales. En fait, ma question porte sur les cas de négociations interculturelles qui s'appliquent autant au milieu militaire qu'au milieu du commerce international. Je voulais savoir si dans le contexte des wargames que vous organisez, vous avez un moyen de modéliser les différents modèles mentaux des acteurs et comment vous prenez en compte le fait que les gens, enfin vos ennemis ou vos concurrents ne pensent pas comme vous dans les prises de décision. Est-ce que vous vous adressez à quelqu'un en particulier ou non? Aux gens qui travaillent sur les prises de décision en contexte interculturel, je ne sais pas qui particulièrement. Une remarque rapide dessus. Il se trouve que chez Capgemini, il y a 200 000 employés et 100 000 Indiens. Donc les sujets interculturels sont des sujets de tous les jours.
En pratique, je pense que si on croise ça avec les wargames, c'est pas vraiment le wargame lui-même qui va permettre d'exploiter ça, plutôt des situations de négociation. Et là, je citerai un jeu que j'ai utilisé, alors par contre, sorti de la boîte, hein, tel que pour permettre à des gens d'apprendre à négocier, qui s'appelle Churchill, et qui est un jeu où il y a 3 parties et où on est en situation de compétition. Et c'est un excellent jeu pour que les gens comprennent la négociation tripartite et des situations relativement complexes. Donc, je veux dire, moi, j'utiliserais ça pour mettre des gens de cultures différentes et analyser pourquoi l'édition a été prise. Mais il n'y a pas de produit purement lié à ça, par contre. Sarah ? Oui, tout à fait. Je rejoindrai mon collègue aussi. Il n'y a pas de produit type, mais c'est dans l'application et dans le design de la simulation ou du wargame que vous pouvez vraiment avoir le côté interculturel. Rien qu'un exemple en ce moment, nous travaillons, alors je suis franco-allemande et nous travaillons au Royaume-Uni sur le Brexit. Alors je peux vous dire qu'en ce moment, il y a des choses très intéressantes qui se passent de ce point de vue-là. Et une façon de leur faire comprendre à mes collègues, que j'estime beaucoup, britanniques, mais une façon de leur faire comprendre, c'est de les mettre dans la situation de ce que pensent les pays européens. Rien que de faire un jeu autour de ça et de changer les rôles et de leur faire comprendre ce que pense l'autre côté culturel, ça a un impact absolument énorme. Donc c'est plus de notre côté, plus du côté design, que d'avoir une solution de tout à fait qui est prête ou un modèle en particulier. Thank you, sir. To the solutions to integrate difference of culture, of mentalities in the processes, making decision processes. I think it's very important that cultural differences are represented. Most games have rules and a method of which you will achieve victory. The rules may be completely different for the different players, and the different players may not necessarily realize that they are playing to different rules. So cultural differences can be reflected in the same way as Professor Phil mentioned earlier about the fog of war. So you can have it explicitly represented in the rules, but you can also have it hidden, so the players believe they are playing the same game, but in actual fact, they are operating to 2 completely different rule sets. And then coming together afterwards to understand this is very important and can be extremely helpful. Non. Pardon. Mon colonel, non, vous voulez pas? Non. Bon, ok. Pardon. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, Daniel Fadman, je suis consultant en stratégie. Dans ce que vous présentez sur les jeux en entreprise, j'ai une question au sujet du phénomène de boîte noire. Parce que vous avez bien décrit la complexité de la modélisation qu'il pouvait y avoir, en particulier dans les exemples de Deloitte, ou le fait d'avoir un groupe d'experts qui servait finalement de table de combat, parce qu'on n'avait pas une table de combat pour pouvoir traiter toutes les situations possibles. Et dans quelle mesure est-ce que pour les joueurs, le problème est, n'ayant pas finalement accès aux règles, d'être devant une sorte d'inconnu, d'arbitraire des décisions? Et dans quelle mesure on arrive ensuite à un débrief qui consiste essentiellement à expliquer les règles qui n'avaient pas été expliquées avant? Voilà, donc, Ok, donc on revient aux règles. Oui, alors c'est la question permanente, hein, entre explicite et explicite simple et implicite compliqué. Il y a un sujet, vous ne voulez pas mentionner, mais quand on fait un jeu d'entreprise, un des sujets typiques de boîte noire, c'est l'évolution du cours de bourse. Parce que vous pouvez même avoir un modèle parfait qui vous calcule vos résultats, vos parts de marché, de façon parfaitement explicite, parfaitement comprise. À la fin, il va rester, oui, mais ça va donner quoi sur le cours de bourse? Et le cours de bourse, si quelqu'un connaît la formule pour le calculer, il me le dit, parce que ça peut permettre de devenir très riche. Et c'est impossible, puisque on doit projeter, en fait, je dirais, un vecteur de résultats sur une évolution de cours.
Et il n'y a pas de formule. Là, pour le coup, la formule ne peut pas exister. Alors, on peut interpoler, on peut faire des formules simulées. Moi, j'y travaille personnellement pour essayer de faire quelque chose qui permette de faire une première fourchette. Mais à la fin, il y a un jugement humain. Et la bourse, c'est un acheteur, un vendeur, c'est un jugement humain. Mais au fond, ce n'est pas grave parce que c'est la discussion qui est intéressante. C'est-à-dire que quand bien même ce soit une formule simplifiée par une machine ou qu'il y ait une équipe de contrôle qui prenne une décision, ce qui compte à la fin, c'est la discussion qu'il va y avoir sur le pourquoi de cette évolution entre l'équipe de contrôle et les joueurs ou entre le formateur et les joueurs. Parce que moi, quand je l'ai fait par exemple à Polytechnique, pour expliquer finalement comment fonctionne le marché financier, il n'y a rien de tel que faire le jeu, faire un tour, dire voilà, si tu fais ça, le cours va faire ça, et après leur expliquer pourquoi, compte tenu de mon expérience et de ce que j'ai vu, pourquoi j'ai pris cette décision comme arbitre. Bon. Et donc, c'est vrai que la crédibilité de l'arbitre est importante, et dans une entreprise aussi, dans l'équipe de contrôle, il faut des experts, des gens reconnus, parce que sinon, effectivement, la décision ne va pas être acceptée ou va être trop challengée. Mais si elle est un peu challengée, c'est très bien, parce que c'est cette discussion qui va enrichir tout le monde. Oui, absolument. Je rajouterai juste un point, c'est aussi sur la préparation. Il y a beaucoup de préparation qui va dans non seulement le choix, comme Walter le disait, des personnes qui représentent ou qui jouent le rôle de l'environnement externe, mais aussi dans la préparation des joueurs. Donc comment et même je vous dirais honnêtement, il y a peut-être certaines règles et certaines assumptions, comme on dit en anglais, que vous faites, mais il y a aussi certaines choses, pour être très très clair, de leur communiquer qu'il n'y a pas de règles. Et ça, c'est souvent quelque chose qui n'est pas facile et qui doit être fait en amont. Donc j'insisterai juste sur la préparation qui est absolument cruciale, d'avoir des objectifs très très clairs et de leur communiquer exactement ce qui va se passer, ce qu'ils vont avoir et ce qu'ils ne vont pas avoir. Pareil pour les wargames, ça peut être très utile, mais il y a aussi évidemment des déficiences où on ne peut pas tout faire avec un wargame. Juste un point aussi, un des dangers, mais s'il faut l'avoir en tête, d'une règle explicite, c'est que les joueurs peuvent se concentrer sur la façon de la casser. Ils vont tourner autour et vont perdre le fil de la réalité. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On peut les applaudir.